Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce rendez-vous hebdomadaire Face aux chrétiens. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau Ramayad. Bonjour. Bonjour madame, vous êtes ancienne secrétaire d'État d'abord aux Affaires étrangères, aux droits de l'homme et puis au sport et vous êtes aujourd'hui première vice-présidente du Parti radical. Avec moi sur ce plateau, pour vous interroger, des journalistes de médias chrétiens dans leur diversité, Bernard Gors du quotidien La Croix, bonjour. Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Romain Masneau pour le réseau de radio chrétienne RCF. Bonjour. Alors je vous propose que l'on s'arrête quelques instants sur votre engagement politique personnel avant d'ouvrir le dossier que nous avons retenu pour cette émission, celui de la désaffection des Français pour la politique. Et nous terminerons, comme d'habitude, par diverses questions d'actualité. Parlons d'abord de vous, Ramayad, et je vais en quelque sorte sortir mon GPS pour vous localiser. Vous avez quitté l'an dernier l'UMP pour rejoindre le Parti radical, aux côtés de Jean-Louis Borloo, et vous comptez vous présenter aux prochaines élections législatives dans les Hauts-de-Seine, sous cette étiquette. Alors, ce choix semble à première vue légitime. C'est à Colombes que votre famille s'est installée quand elle est arrivée du Sénégal. Vous y détenez un mandat de conseillère municipale depuis 2008 et de conseillère régionale depuis 2010. Sauf que votre idée ne plaît pas à tout le monde, ni aux maires socialistes, ni aux députés sortants UMP. Et vous venez d'être radié des listes électorales en raison, disent-ils, de preuves insuffisantes de résidence. Alors j'ai envie de vous demander comme première question, est-ce une maladresse de votre part ou un règlement de compte de l'autre, Ramayad? Écoutez, ce sont des manœuvres préélectorales qui ne grandissent pas leurs auteurs et je ne veux pas descendre à leur niveau. Depuis que j'ai déclaré ma candidature, on voit effectivement une sorte de curieuse alliance qui s'est constituée entre le PS local et l'UMP local. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la France, c'est les Français, c'est les projets que je porte. Mais sans rentrer dans ce débat, cette histoire de résidence, c'est une cabale contre vous ou il y a véritablement des raisons de douter de votre bonne foi sur ce domaine-là? Je pense qu'ils ont profité d'un déménagement et puis ils m'ont demandé des documents. Donc, comme d'ailleurs pour tout électeur qui change d'adresse, donc j'ai donné une quittance, on n'a pas voulu me recevoir, puis j'ai été obligée de venir avec un huissier, puis après on m'a demandé un bail, j'ai donné tout ceci, puis ensuite on a dit que ce document n'était pas daté, enfin vous voyez, on m'a demandé beaucoup plus de documents de justificatifs qu'on en demande à une personne lambda. Donc j'y vois une décision politique et c'est pour ça que je préfère faire un recours pour qu'un juge indépendant, c'est-à-dire le tribunal d'instance, qui lui ne fait qu'appliquer le droit, puisse justement le dire. Mais ce n'était pas bien grave. C'est qui ces on qui vous en veulent à ce point-là? Ils sont très bien identifiés, c'est-à-dire que là, ils avancent à visage découvert, ce sont les socialistes locaux, et puis donc ils sont les élus sortants, et puis le député UMP sortant. Et pourquoi il y a une cabale du PS et du UMP? Y aurait-il une cabale du PS et du UMP contre vous? Vous êtes dangereuse à ce point pour eux? Manifestement, c'est l'impression qu'ils donnent. C'est-à-dire que ce sont les sortants. Les socialistes sont des maires en échec. Si vous avez suivi l'actualité colombienne ces derniers mois, c'est une ville livrée à un véritable Far West. Une centaine de CRS quadrillent certains quartiers de la ville parce qu'il y a des fusillades à l'arme lourde puisque le maire a décidé de désarmer la police municipale. Et c'est vrai que depuis que je suis élu sur Colombes, depuis 2008, je ne cesse de dénoncer cette décision et ses conséquences. Et de l'autre, vous avez un député sortant UMP qui est un peu spécial puisqu'il a été doublement sanctionné et par le suffrage universel, puisqu'il était maire avant, il a été battu en tant que maire, par une alliance d'ailleurs qui allait du PS à l'UMP. C'est un peu très compliqué, les Marine Le Pen là, que vous avez. Et puis de l'autre côté, il a été condamné 2 fois par la justice pour délit de favoritisme. Donc vous voyez le personnel politique que j'ai en face et vous comprendrez que je ne vais pas descendre à ce niveau-là et que je les laisse à leur petit complot. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Comment expliquez-vous le fait que vous soyez moins désiré peut-être? Est-ce que localement, vous sentez qu'il y a une aspiration populaire pour que vous soyez présente sur le terrain politique? Et est-ce que les appareils voient en Ramayad une figure qui pourrait les faire perdre, les faire gagner? Comment vous situez-vous par rapport à cette logique d'appareil? Les figures, je viens de vous les décrire, ce sont des adversaires. Vous ne parlez pas de désir, ils n'en ont aucun pour moi, effectivement. Puisque je remets en cause les petites baronnies locales, ce qu'ils considèrent comme leur fief, et des seigneuries, voilà. Et donc, je dérange des sortants qui s'accrochent à leurs petits privilèges. Donc, il n'y a rien d'étonnant à cela. Vous avez été présenté comme une figure qui a fait évoluer la politique française au regard de la diversité, tout cela. Et normalement, vous devriez être désiré par le système, justement. Mais le système local
avec des personnes qui s'accrochent à leur poste et qui pensent que le suffrage universel ne doit pas s'exprimer, puisque leur petite manœuvre vise à l'empêcher. Ces gens-là, ils ne désirent pas de gens comme moi. Ces gens-là, moi qui suis une femme, qui suis issue de l'immigration, qui suis jeune, je suis tout ce qu'ils ne sont pas. Et eux veulent s'accrocher à leur siège, ils veulent surtout pas de gens comme ça. Ils ne désirent pas des gens comme nous. Ils veulent rester entre eux, confisquer le pouvoir, et donc éliminer les autres par tous les moyens. Mais je le savais depuis 6 ans. C'est ça que je vois, que j'observe sur le terrain et partout. Et je ne suis pas la seule d'ailleurs en situation. C'est une bataille, un combat pour les femmes, pour les jeunes, pour tous ces outsiders de la politique, ces challengers qui veulent aussi renouveler la démocratie française. Ça les dérange, bien évidemment. Bernard Goers-Lacroix. Oui, l'UMP a présenté hier ses premiers arbitrages d'investiture pour les législatives. Or, une autre personnalité marquante D'ailleurs, oui. le candidat de l'UMP n'a pas été investi, que je sache encore. Mais une autre personnalité marquante, qui est Rachida Dati, n'est pas investie à Paris. Oui. Quelle lecture faites-vous? Dois-je me prononcer Ramayad sur tous en les difficulté, hommes et Rachida femmes Dati en difficulté. Vous étiez toutes les deux des figures charismatiques et des figures de la diversité dans le premier gouvernement de François Fillon. Je n'aime pas être systématiquement comparé avec Rachida Dati. Interrogez-moi sur les raisons pour lesquelles tel candidat dans le Loiret ou en Bretagne n'a pas été investi. Pourquoi devrais-je automatiquement me prononcer sur le cas Dati? Quelle gémellité existe-t-il entre nous qui justifie que nécessairement je dois rendre compte de ce qui arrive tous les jours, matin, midi et soir, à Rachida Dati? Je veux dire, je n'ai aucune opinion particulière. Vous êtes arrivés ensemble. Non, mais de manière très médiatisée. on pourrait aussi dire que je suis arrivée avec d'autres, mais qu'on ne cite jamais. Non, précisément, le problème, il est là. Il faut arrêter d'associer deux personnes parce qu'ils ont des origines, même pas identiques d'ailleurs, même pas identiques. Quel est ce regard qui est porté? Personnalités qui ont marqué par leur Quel est ce regard qui est porté sur les métèques que nous sommes, qui voudrait que nécessairement nous soyons liés à la vie et à la mort jusqu'au bout et qu'elles doivent se justifier sur moi et moi sur elles tout le temps? Je suis un individu qui a un parcours, elle aussi, on est très différents. Arrêtez de porter ce regard. Les Noirs et les Arabes, c'est pas dans un coin et les autres dans un autre. Alors, vous avez quitté... Ça marche pas comme ça. Donc moi, je n'ai rien à dire sur Rachida Dati. Elle est bien sympathique, sans doute, mais je ne l'ai pas examinée plus particulièrement que d'autres. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire que vous ne portez pas un regard banal sur les gens, j'allais dire comme nous. Je veux dire, moi, j'ai un parcours différent. Fadela Amara, c'est pareil. Et ça, c'est ça qui explique, c'est le conservatisme du système, ça. C'est ça que je n'aime pas. Moi, je suis une femme politique, je n'ai pas à être ramenée à une histoire d'origine. Et même par l'UMP elle-même. Si je me suis attelée Ramayad, à ce point à me différencier, c'est aussi parce que je voulais être entendue sur mes idées et pas simplement sur les questions de la différence, notamment avec Rachida Dati, c'est qu'en effet, vous avez quitté l'UMP, vous êtes au Parti radical. Alors, vous pourriez peut-être nous préciser quel rôle vous comptez attribuer à ce Parti radical au sein de la majorité ou à l'extérieur de la majorité? Alors, c'est vrai que, paradoxalement, le Parti radical, qui est le plus vieux parti de France, est assez peu connu des Français. Sans doute parce que ces dernières années, il était associé à l'UMP. Au point que quand on était radical, en fait, on était UMP. Et aujourd'hui, nous sommes radicaux et seulement radicaux. Nous avons pris notre indépendance en mai dernier vis-à-vis de l'UMP pour porter de manière autonome nos couleurs et nos idées, parce que nous n'apprécions pas la droitisation excessive de l'UMP, cette focalisation en permanence sur les mêmes, présentée quelque peu comme les responsables des maux de la France, alors qu'on sait très bien que c'est la crise, la financiarisation de l'économie, la crise de l'euro, l'absence d'une politique de change intelligente, l'absence de croissance qui explique les problèmes des Français. Donc nous en avons tiré les conséquences. Et aujourd'hui, il y a des choses qui nous différencient, c'est-à-dire que nous sommes une formation progressiste, absolument pas conservatrice, pas repliée, une formation qui se veut humaniste, qui se veut républicaine, écologique, sociale, et qui tient un cordon sanitaire avec l'extrême droite. C'est le parti qui a installé la République en France, qui a installé l'école à la française, le suffrage universel, la liberté de la presse aussi. Et moi, j'aime cette filiation. Et au moins, en étant au Parti radical, j'ai la garantie qu'on ne dérogera pas de cette ligne. Romain Mazenot, RCF. Alors, on n'entend plus beaucoup Jean-Louis Borloo. Est-ce que vous avez de ces nouvelles? Est-ce que vous savez quel rôle il jouera pendant la campagne? Est-ce qu'il peut soutenir un autre candidat que Nicolas Sarkozy? Écoutez, hier, il a présenté ses vœux aux Français, à la presse et aux Français,
en même temps. Il a expliqué sa vision de la crise, les réponses qu'il compte, ou sur lesquelles il compte. Il a dit quelque chose de très vrai, que le virage social que semble prendre le gouvernement aujourd'hui est celui qu'il préconisait il y a un peu plus d'1 an, lorsque certains songeaient à lui pour être Premier ministre. Et donc l'avenir lui a donné raison, et nous avec. Et aujourd'hui, nous avons un président du Parti radical, Jean-Luc Borloo, qui, à l'Assemblée nationale, mais aussi partout où ce sera possible, veut continuer à porter cette voix, notamment sur la taxe sur les transactions financières. Quel candidat soutiendrez-vous? Quel candidat soutiendra-t-il à la présidentielle? Pour l'instant, on attend qu'ils se déclarent, tous les candidats, puisqu'ils ne sont pas tous Il y déclarés. a pas beaucoup de suspense quand même. Écoutez, on attend de voir, hein. Pas d'a priori. Vous pensez que Nicolas Sarkozy peut ne pas être candidat? Je ne sais pas, moi j'en attends les déclarations de candidature, et puis ensuite les projets. Parce que ça ne se fait pas à la tête du client, hein. La politique, ce n'est pas le PMU, hein. C'est sur la base d'un projet. En attendant, on ne va pas attendre. Nous allons présenter nous-mêmes le nôtre, un manifeste de 100 propositions, donc du Parti radical. Et puis lorsque les candidats tous seront déclarés, eh bien, nous comparerons et nous verrons celui qui est le plus compatible avec notre projet politique. Alors, une dernière question sur cette partie-là. Et c'est un congrès du parti qui décidera au mois de mars. La dernière question vient de Bernard Gorce de la Croix. Oui, en ce début de campagne, il y a un homme qui a démarré très fort, c'est François Bayrou, qui est assez haut déjà dans les sondages. L'hypothèse, François Bayrou, est pour vous, Parti radical, pour vous, Ramayad, une hypothèse sur la table, une hypothèse possible, où vous excluez aujourd'hui de vous rallier un jour à François Bayrou? Alors, moi, je ne connais personnellement pas du tout François Bayrou. C'est vrai qu'il a progressé dans les sondages, mais ça ne m'étonne pas du tout. Il a progressé dans les sondages parce que Jean-Luc Borloo s'est retiré. Tous les deux faisaient à part égale à peu près 7-7. Et depuis que Jean-Luc Borloo s'est retiré, François Bayrou est à 14% dans les sondages. C'est ce qu'on a toujours dit. On a toujours dit qu'il y avait un espace là. On a toujours dit que ces voix-là n'étaient pas celles de l'UMP. Sinon, ce serait le candidat de l'UMP qui les aurait récupérées. Donc ça valide encore une fois ce en quoi on croyait. Ce qui me fait regretter d'ailleurs que Jean-Luc Borloo se soit retiré, parce que j'étais triste à cause de ça. Je savais qu'il y avait un vrai potentiel. Maintenant, qui soutenir? C'est un congrès du Parti radical qui le décidera de manière collective au début du mois de mars. On m'a souvent reproché de jouer perso. Alors permettez-moi cette fois de jouer collectif et de me ranger à ce que décidera notre congrès. Bien sûr, je donnerai mon opinion. Elle n'est pas encore mûre pour l'instant, parce que justement, on n'a pas encore les projets. Je pense qu'il y a certains qui sont attirés au Parti radical par un vote en faveur de François Bayrou, puisque le choix de l'indépendance, qui était celui de Jean-Luc Borloo, est quelque part aujourd'hui incarné par François Bayrou. D'autres seraient plutôt enclins à voter pour Nicolas Sarkozy, d'autres seraient plutôt enclins enfin à se réfugier dans l'abstention. Donc tout reste ouvert. Tout reste ouvert. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je connais le Parti radical depuis 1 an, donc depuis pas si longtemps que ça, mais de ce que j'en vois et de ce que j'en sais, si aujourd'hui il devait y avoir un vote, il se répartirait entre toutes ces possibilités. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de raison que l'UMP nous presse de nous rallier d'art et FISA, parce que si aujourd'hui il y avait un vote, il n'est pas certain que la base du Parti radical se rallie automatiquement vers l'UMP. Alors nous allons marquer une première pause dans cette émission. Nous retrouverons notre invité Ramayad dans quelques instants pour évoquer ce fameux débat sur la crise de confiance de la politique en France. Notre invitée aujourd'hui est Ramayad, vice-présidente du Parti radical, première vice-présidente, puisqu'il y en a d'autres, et ancienne secrétaire d'État. Elle est interrogée par Bernard Gorce de la Croix, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Romain Bazenot pour RCF. Alors, est venu le moment d'ouvrir notre dossier que nous avons choisi pour cette semaine, celui qu'à l'approche de l'élection présidentielle, chacun peut constater que jamais le divorce n'était aussi important, semble-t-il, entre les Français et la classe politique. J'ai lu une de vos tribunes qui est parue dans un quotidien du soir, où vous parliez d'élite consanguine et rentière, et de débats d'idées asséchés et timorés. Alors ma première question, la faute à qui? La faute à nous, pas la faute au peuple. J'ai toujours été assez fascinée par cette façon dont la classe politique dans son ensemble, et plus généralement le microcosme, cette façon qu'elle a toujours eue d'accuser le peuple de mal voter lorsque celui-ci privilégie le Front National, ou même l'extrême gauche. Je crois que nous n'avons pas accusé le peuple de mal voter. Nous n'avons pas à lui reprocher même de se tourner vers les extrêmes. Le peuple dit sa vérité,
Alors elle convient pas aux élites, mais c'est sa vérité à un moment donné. Et si ça ne nous plaît pas, je pense que plutôt que de l'accuser ou même de s'en prendre aux extrêmes, et notamment à l'extrême droite, il faudrait que les partis politiques traditionnels se remettent en question. Moi, je crois vraiment que si les Français votent ainsi, c'est parce que c'est lié à l'impuissance des partis traditionnels. Mais de notre parler faute. d'élite, ça ne veut pas dire un petit peu une forme de populisme à la mode aujourd'hui? Mais c'est pas du populisme. Moi, j'ai toujours pensé. Vous savez, j'ai fait partie de ceux qui ont voté non à la Constitution de 2005. Et j'avais beaucoup souffert à l'époque d'être traité de tous les noms d'oiseaux parce que, voilà, c'était pas bien. Mais pardon, mais j'étais pas un culte de la situation politique. J'étais administrateur du Sénat, j'étais juriste, j'avais bien lu cette Constitution, j'avais voté non. Et donc, on n'a pas à contester le vote populaire. Mais par contre, nous devons nous remettre en question. Et ce qui me dérange, c'est que les partis traditionnels ne se remettent jamais en question. La preuve, vous avez, une fois que tout le monde s'est indigné du vote du 21 avril 2002, le lendemain, c'est reparti pour un tour pour les mêmes choses. Et aujourd'hui, on en est encore à la même situation. C'est-à-dire le débat central tourne autour du est-ce qu'il y aura le 21 avril ou pas. Ça veut dire que depuis le 21 avril 2002, on n'a tiré aucune leçon de ce qui s'est passé. Ça suppose donc du renouvellement, que les élus ne se sentent pas propriétaires de leur mandat. Ça suppose qu'on arrête de reconduire des sortants automatiquement, même quand ils sentent le soufre. Ça suppose qu'on puisse donner la parole aux acteurs de la société civile, que la politique ne soit pas seulement un lieu de professionnels. Donc il y a des tas de choses comme ça à mettre en cause que le système, parce qu'il est conservateur et qu'il veut se maintenir, ne veut pas remettre en cause. Romain Masneau, RCF. Alors précisément pour le renouvellement, vous proposez la limitation dans le temps des mandats, pas plus de 2 successifs. Et vous n'êtes pas favorable, je crois, si j'ai bien lu ce que vous écrivez sur le site de votre club Allons Enfants, vous n'êtes pas favorable au non-cumul des mandats, c'est-à-dire que dans votre système, on pourrait être maire d'une grande ville et ministre ou député maire. Pour quelle raison? Non, je suis plutôt pour mandat local et national. Je trouve que c'est raisonnable, ça se complète. Ministre et maire d'une grande ville comme Non, Juppé, je par pensais exemple. plus à des mandats d'élus. Et je pense que ministre et maire, c'est... Moi, je ne sais pas comment ils font. Enfin, moi, je n'étais ni ministre ni maire, mais j'étais juste secrétaire d'État d'un côté et conseillère municipale de l'autre, à une époque où j'étais notamment au Quai d'Orsay, je passais mon temps à voyager. C'est très compliqué. D'accord, je conçois qu'il faut de l'organisation, mais c'est très très difficile. Moi, je pense plutôt que c'est plutôt bien d'avoir un mandat national et local, ça se complète. Bon, un député maire, ça ne me choque pas, par exemple. Par contre, c'est le cumul des mandats dans le temps qui me gêne le plus. Une étude d'un quotidien du soir, justement, rappelait récemment que 45% des députés en sont à leur 3e mandat, 10% à leur 6e mandat. Ces gens-là ont été élus dans un autre monde. C'est ça qui me gêne, le temps, la longévité. Il y a des gens qui ont été élus députés à une époque où moi je venais de naître, 1976. Donc il y a un moment donné, on se dit, mais non pas qu'il faut que les élus arrêtent de faire de la politique, mais qu'ils se présentent à d'autres types d'élections, pourquoi pas, mais on ne peut pas cumuler comme ça des mandats dans le temps et empêcher tous les gueux de la terre, c'est-à-dire les femmes, les jeunes, les fils d'enfants, les fils d'ouvriers, d'être candidats. Aujourd'hui, regardez l'Assemblée nationale, elle est moins moderne que le Sénat, maintenant. C'est dire où est-ce qu'on en est arrivé. Bernard Gors-Lacroix. Oui, vous êtes relativement jeune dans le monde politique, mais vous y avez fait une entrée fracassante. Comment vous voyez vous-même? Est-ce que vous êtes une professionnelle de la politique? Est-ce que vous voyez faire carrière? Ou est-ce que ce n'est qu'une étape de votre vie? Alors, vous savez, j'avais un métier, j'ai un métier, toujours, avant d'entrer en politique, celui d'administrateur du Sénat. On ne me l'a pas donné, j'ai passé un concours, une vie de travail. Et j'ai exercé ce métier pendant 5 ans. Ma spécialisation est le droit du travail, l'emploi et la formation professionnelle. Et j'ai pris cette précaution de l'exercer pendant 5 ans avant d'entrer en politique. D'abord pour avoir mon autonomie, et ensuite pour montrer que je ne vis pas de la politique. Et je vis si peu de la politique que lorsque j'ai quitté mes fonctions d'ambassadeur, et d'ailleurs si j'ai pu démissionner ma fonction d'ambassadeur de France auprès de l'UNESCO, c'est parce que je ne vivais pas de la politique, et ben je suis non pas retournée au Sénat, dont je suis en congé, mais je suis entrée dans le privé, dans une entreprise privée. Donc toute la journée, je travaille, et le soir, je fais de la politique. Des fois, je m'échappe dans la journée pour venir vous voir, par exemple. Mais je ne vis pas de la politique. Donc j'ai une double vie, à la fois une vie de professionnelle, je travaille dans un cabinet de conseil en ressources humaines, et puis un engagement public dans la politique. Voilà, alors mon rêve, c'est quoi? Je ne nourris pas le rêve d'être ministre. Je l'ai déjà été à 30 ans.
grâce à Nicolas Sarkozy d'ailleurs, ce dont je le remercie tous les jours. Et ce n'est pas mon objectif aujourd'hui. Mon objectif aujourd'hui, c'est de gagner ma légitimité électorale par un mandat. De telle sorte que demain, lorsque je vous parlerai, ce ne sera pas moi qui vous parlerai, mais les 110 000 personnes de ma circonscription. C'est bien autre chose. Et ça me semble être très, très important. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Donc vous estimez que dans votre carrière, en fait, vous avez manqué de légitimité. Ce qui a fait votre carrière, c'est Nicolas Sarkozy, envers lequel vous paraissez peut-être manquer quand même un peu de reconnaissance aujourd'hui à travers vos déclarations sur l'UMP. Vous m'avez entendu ce que je viens de dire sur Nicolas Sarkozy. Je viens d'exprimer justement ma reconnaissance pour cette nomination au départ. Mais en même temps, il ne m'avait pas nommé non plus pour des raisons humanitaires, ou pour me faire plaisir, mais aussi parce que je pense avoir une certaine utilité politique. Vous savez, on ne rentre pas au gouvernement comme ça, parce que, je ne sais même pas pour quelle raison. Il faut bien que vous ayez une raison qu'on vous mette dans un gouvernement. On ne vous met pas pour vous faire plaisir. Donc, pas mal de vos collègues ont même dit, elle est instrumentalisée, elle est là pour colorer la photo. Et je me suis évertuée depuis le début à démontrer que je n'étais pas là pour... je n'étais pas une discriminée positive. D'ailleurs, je suis contre. Ce sentiment, d'ailleurs. Vous avez eu ce sentiment d'être là pour colorer la photo ? J'ai été qualifiée ainsi par les observateurs. Et ça m'a beaucoup blessée. Mais vous l'avez ressenti comme ça ? Bah non, puisque je vous dis, moi j'ai passé mes diplômes, je les ai obtenus par concours, diplômé de l'IEP de Paris. Mon métier, on ne me l'a pas donné, je l'ai obtenu par concours républicain, anonyme. J'ai été notée, non pas sur ma tête, mais sur les travaux que je produisais. Donc je n'ai jamais été nommée. Et si je l'ai été à un moment donné, je ne vais pas m'en excuser. Tout ministre l'est, par définition, et sans doute parce que j'apportais quelque chose. Et j'ai essayé modestement, à mon modeste niveau de secrétaire d'État, de le faire lorsque j'étais aux droits de l'homme et puis lorsque j'étais au sport. Après, j'ai de la reconnaissance personnelle pour Nicolas Sarkozy, même de l'affection, toujours. Mais ce n'est pas l'affection qui guide l'engagement politique, ce sont les idées. Et si Nicolas Sarkozy, d'ailleurs ce n'est même pas Nicolas Sarkozy, c'est l'UMP dont je vous parle, pendant longtemps ça a été. Puis à un moment donné, il y a eu une dérive vers quelque chose dans lequel je ne me reconnaissais plus. Et par fidélité justement au sarkozysme, je ne pouvais pas dire l'inverse de ce que je disais en 2007, sous prétexte que l'UMP avait changé. Donc, pour éviter de mentir aux gens soudainement, j'ai décidé d'aller dans un autre parti, qui est d'ailleurs pas très loin de l'UMP, et de continuer à exprimer les idées que j'exprime depuis 2007. Voilà. Parce que si j'étais resté au sein de l'UMP, je me serais mis à dire des choses auxquelles je ne croyais plus. Par exemple, débat sur l'islam, formidable, je ne pouvais pas dire ça. Que les enfants d'immigrés sont responsables de l'échec scolaire, je ne pouvais pas dire ça, parce que j'en suis moi-même une, et je suis tout sauf un symbole de l'échec scolaire. Que les Français ne se sentent pas chez eux, est-ce que je peux matériellement dire cette phrase ? À partir du moment où j'étais en contradiction avec ma conscience personnelle, je ne pouvais plus rester. C'était pas facile, parce que c'est ma famille politique à l'origine, et c'était assez douloureux. Ramayad, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les partis politiques ne peuvent plus exprimer fondamentalement les désirs et puis ce que veulent les Français, et qu'aujourd'hui, il faut passer par des discours plutôt individuels, tels que le vôtre, aussi brillant soit-il, mais qui a toujours été à l'image de votre côté un peu rebelle quand vous étiez au sein de l'UMP ? En fait, c'est difficile dans les partis de dire ce qu'on pense. Parce que c'est comme un régiment, quoi. Et donc il y a une parole et il faut suivre. Bon, je veux bien si je suis d'accord, ou même si j'ai quelques nuances par solidarité et par discipline, je peux suivre. Mais quand l'essentiel est en jeu, quand vous êtes secrétaire d'État aux droits de l'homme et que le colonel Kadhafi débarque en France, privatise une partie de l'Élysée, va dans le château de Versailles, excusez-moi, vous êtes secrétaire d'État aux droits de l'homme, vous avez beau être solidaire du gouvernement, adorer Nicolas Sarkozy et vos amis, il y a un moment où vous dites, là, ce qui se joue, c'est l'essentiel. C'est le patrimoine immatériel de la France qu'il s'agit de défendre. Quand, 11 joueurs de l'équipe de France prennent en otage la France entière et décident de salir le maillot national, vous êtes secrétaire d'État au sport, vous ne pouvez pas, au nom de la solidarité avec l'équipe de France, laisser faire une chose pareille. Vous êtes obligé de parler, vous êtes obligé de dire les choses. Donc, j'ai pas été, c'est pas que je suis rebelle, c'est juste que j'ai voulu faire le travail pour lequel on m'avait nommé. Et que sur des choses aussi essentielles, si je m'étais tue, et souvent je me taisais, mais sur ces choses-là, je crois qu'il ne m'a resté plus à ce moment-là qu'à démissionner. Mais quand Jean-Pierre Chevènement, dans le passé, disait à un ministre, ça doit ou la fermer ou quitter le gouvernement, vous adhérez à cette formule ? Écoutez, moi quand je dis des choses, après je m'en remets au Premier ministre.
Et quand on parle de raison d'État, ça signifie quelque chose aussi à vos yeux, ou vous l'interprétez de manière différente? Non, la raison d'État, c'est important. Il y a plein de choses que je n'ai pas dites. Il n'y avait pas de raison d'État à accueillir Kadhafi, par exemple, comme l'a fait le président de la République, à l'époque. Bah, écoutez, la communauté internationale dans son ensemble s'est dit, bon, on va faire confiance au colonel Kadhafi parce qu'il a décidé de renoncer au terrorisme. Moi-même, hein, j'étais d'accord. Hein. Après tout, je suis allé en Libye avec le président, j'ai serré la main au colonel Kadhafi, très bien. Parce que je me suis dit, bah, suivons le rythme. Après tout, c'est le président qui décide. Et il venait en plus de libérer les infirmières bulgares. Sauf qu'entre-temps, moi, je les ai vues, les infirmières bulgares. Et que ce qu'elles m'ont raconté dans mon bureau m'a bouleversée. J'ai vu, moi, les victimes des attentats terroristes. Et ce qu'ils m'ont raconté m'a bouleversée. Et je me suis dit, en fait, on ne peut pas lui faire confiance. D'autant plus que quelques jours avant qu'il arrive, il avait dit, finalement, le terrorisme, c'est légitime pour l'arme des faibles, comme arme des faibles. Donc là, il n'y avait, plus de confiance possible. Donc la raison d'État, moi, je l'ai respectée à plusieurs reprises. Il y a des tas de choses que je n'ai pas dites parce que je ne pouvais pas les dire, parce qu'il fallait protéger les intérêts de la France. Il y a des choses que j'ai gardées confidentielles. Je suis quelqu'un de raisonnable, je ne suis pas quelqu'un d'irresponsable ni de naïf. Mais là, il s'agissait de l'essentiel. Voilà. Bernard Gosse-Lacroix. Oui, Marine Le Pen dit qu'elle n'est pas sûre d'obtenir ces 500 signatures, alors sans être dupe de ce type de déclaration ou de la stratégie qu'il y a derrière. Est-ce que, d'un point de vue du fonctionnement de la démocratie, il serait juste, selon vous, qu'une personnalité comme Marine Le Pen, candidate du Front National, puisse ne pas représenter les Français ou se présenter devant les Français à la présidentielle? Moi, je pense que Marine Le Pen, ou le Front National, plus largement, a le droit de se présenter aux élections présidentielles. Et même si je ne suis pas d'accord avec son projet, il n'empêche que cela semblerait très étrange que ce parti-là ne puisse pas concourir à la magistrature suprême. Donc, je ne sais pas trop la sincérité de ses propos, est-ce qu'elle a les signatures ou pas, ou est-ce que c'est du bluff, j'en sais rien, mais il me semblerait normal et légitime que ce parti candidate. Tout le monde peut se présenter à l'élection présidentielle. Autrement dit, vous êtes aussi d'accord pour des candidatures de simples témoignages qui n'ont aucune chance, bien entendu, d'aboutir jusqu'à l'Élysée? C'est la démocratie. Moi, c'est la démocratie. L'argument, quand Jean-Louis Borloo était candidat, enfin, s'apprêtait à être candidat... Et susceptible de gagner, lui. Ouais, enfin, c'est ce qu'on voulait. Mais il y avait beaucoup de gens qui disaient, oui, il ne faut pas qu'il soit candidat, parce que... pourquoi d'ailleurs? Parce qu'il allait déranger le candidat UMP. Mais attendez, on est en démocratie. Quiconque a le droit de se présenter. Même au niveau local, on cherche par des manœuvres un peu ridicules. Il y a des législatives pour se présenter dans différentes nuances d'opinion. Vous pensez qu'il faut tout concentrer sur l'élection présidentielle? En France, l'élection présidentielle, c'est la mère des batailles. C'est le moment pour un chef de parti, surtout, parce que là, il s'agit de président de parti, il ne s'agit pas de gens lambda, d'exprimer la singularité de leur position. Je veux dire, je ne considère pas qu'Hervé Morin est illégitime à être candidat. Même s'il fait 1%, c'est pas le problème. Il est président du Nouveau Centre, un parti qui a plein d'élus, un parti qui est légitime à exprimer sa différence. Et donc je ne comprends pas. Alors on nous dit, oui, il y a la peur du 21 avril. Mais attendez, et alors? C'est les Français qui votent. C'est peut-être pas plaisant, mais c'est leur vérité. Donc moi, je considère qu'il faut une totale liberté. Oui. Alors, sur ce dossier, une dernière question de Romain Masneau, RCF. Oui, vous menez une réflexion aussi sur la lutte contre la corruption. Vous plaidez une intransigeance absolue contre les élus corrompus. Est-ce que vous êtes pour l'inéligibilité à vie pour les élus condamnés pour corruption? Moi, je pense que quand il y a eu une corruption de nature financière, je pense que ces personnes-là ne devraient pas, et c'est effectivement mon club Allons Enfants a proposé ça il y a quelques mois lors d'un débat, ne devraient pas pouvoir être candidats. Parce que il ne s'agit pas d'une petite erreur, il ne s'agit pas d'une maladresse, il ne s'agit pas d'avoir fait les choses de bonne foi. Quand il s'agit de détournement d'argent public, de corruption, là on a trahi la confiance du peuple français. Et on ne doit pas pouvoir, à mon avis, se représenter et se présenter devant les électeurs. L'inéligibilité, à mon avis, doit être à vie, oui. Vous avez été témoin de faits de corruption? C'est Louis Defred qui personnellement pose non. cette dernière question. Non. Et vous savez, moi, je n'étais qu'un petit chose. Lorsque j'étais au gouvernement, j'étais secrétaire d'État. Et puis aujourd'hui, en tant qu'élu, non, j'ai été témoin de rien de la sorte. Alors nous allons marquer une seconde pause dans cette émission Face aux chrétiens. Nous retrouvons notre invité Ramayad pour la dernière partie consacrée aux diverses questions d'actualité.
Notre invitée aujourd'hui est Ramayad, ancienne secrétaire d'État et aujourd'hui première vice-présidente du Parti radical. Elle est interrogée par... Pardon, excusez-moi. Elle est interrogée par Bernard Gors de la Croix, par Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et par Romain Masneau de RCF. Alors, comme je vous avais dit, nous allons passer à diverses questions de l'actualité. Nous avons été bien sûr interpellés par les propositions que vous faisiez dans l'un de vos derniers ouvrages sur l'éducation. Cet ouvrage qui s'appelait Plaidoyer pour une instruction publique et vous avanciez des propositions que l'on pourrait qualifier peut-être de classiques. Je les cite au passage, retour au certificat d'études, au classement, au prix. Alors, est-ce que vous n'êtes pas, comme d'autres, tenté par un certain retour au classicisme, donc à une certaine forme de nostalgie de l'école d'antan, Ramayad? Écoutez, j'ai 35 ans et malgré tout, je plaide pour cette école-là. Parce que... Celle que vous aviez connue, alors d'abord, peut-être on peut le rappeler, dans des établissements privés, au Sénégal, puis en région parisienne, Colombes, et à Colombes. Pas en région parisienne, à Colombes précisément. C'est très important dans le contexte actuel. Oui, je n'ai fréquenté, c'est vrai, que des écoles privées catholiques parce que, bien que nous soyons musulmans, enfin ça c'est... parce que mes parents avaient envie de renouer au fond avec ce que l'école républicaine n'aurait jamais dû cesser d'être. C'est ça la vérité. C'est que quand on veut échapper à une certaine école publique qui a renoncé au fond délibérément à l'instruction, vous êtes obligé d'aller vous réfugier dans ce type d'école pour retrouver un minimum de savoir et de transmission. Et dans le monde tel que nous vivons, qui est un monde de zapping, de crise en permanence, les jeunes ont besoin d'avoir les savoirs fondamentaux qui leur permettent de décoder ce monde et de le comprendre. Sinon, ils en sont effrayés. Et moi, je plaide effectivement pour un retour aux matières fondamentales, qu'on arrête les options fumeuses, les sorties scolaires en permanence. Il faut des cours le samedi matin, il y a en même temps raccourcir les journées, qui sont quand même les plus longues de l'OCDE, et raccourcir de fait les grandes vacances, pour permettre les enseignements fondamentaux. Ça fait des années qu'on parle de ça, on n'arrive jamais oui, mais à le mettre en application en France. Parce que là, par exemple, on refuse de remettre le samedi matin parce que l'industrie touristique n'est pas contente, parce que ça veut dire que les parents, ils pourront récupérer les enfants que le samedi, les parents divorcés notamment. On ne peut pas indexer l'école républicaine sur les humeurs des industriels. Je veux dire, si la République est tellement en crise, moi je crois que la raison c'est celle-là. 150 000 jeunes sortent de l'école sans diplôme, sans formation. C'est terrible. Dans les enquêtes PISA, la France s'est effondrée. On avait quand même, il y a quelques années, le meilleur système éducatif au monde. Et ce qui m'étonne... Alors le président a fait des propositions récemment. Intéressant, diagnostic lucide, et je le partage. Mais il faut aller beaucoup plus loin en termes de propositions. Et surtout, moi je ne suis pas d'accord avec l'autonomie des écoles, des établissements. Romain Masneau, RCF. On sait que la gauche propose de créer 60 000 postes d'enseignants supplémentaires. Est-ce qu'on peut améliorer l'éducation en continuant à supprimer des emplois dans ce secteur? La loi de finances 2012 prévoit 14 000 suppressions de postes d'enseignants. Est-ce qu'on peut continuer dans ce sens-là? Moi, je vais vous dire, en matière d'éducation, j'ai aimé la période d'Arcos, qui était un retour aux fondamentaux, et moins la période qui a suivi, beaucoup plus libérale et comptable. Je pense que la logique libérale et comptable, on ne devrait pas l'appliquer à ce point dans l'éducation nationale. Alors c'est vrai que le budget est important. Premier budget de la nation, 65 milliards d'euros. D'accord. Mais je crois que la question n'est pas plus ou moins. En ce sens, je ne suis pas d'accord avec la logique comptable, mais je ne suis pas non plus d'accord avec ce que propose François Hollande. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, il y a des choses qui marchent bien et des choses qui marchent moins bien. Il faut évaluer. Faire des coupes budgétaires là où ça ne marche pas. Par exemple, dans le dispositif d'éducation populaire, il y a plein de choses qui se sont empilées ces dernières années, on n'y comprend plus rien. Il y a des choses à supprimer, d'autres à garder. Dans les dispositifs d'accompagnement éducatif, il y a à boire et à manger, il y a des choses à garder, d'autres à supprimer. Et c'est là-dedans qu'on fera des économies. Mais pas dans une RGPP comme ça, lancée de manière absolue et sans discernement. Donc, et la solution n'est pas celle que préconise Hollande. Puisque le problème de l'école, c'est pas juste un problème moyen. Moi, je pense que la crise, elle est structurelle et que c'est une refondation de l'école qu'il faut. Vous aurez beau mettre tous les moyens que vous voulez, si vous continuez à privilégier le plaisir de l'enfant, la discrimination positive, si vous continuez à saper l'autorité des professeurs, à les traiter comme s'ils étaient des nounous ou des shérifs et pas des instructeurs, eh ben, il ne se passera rien. Vous aurez beau augmenter les effectifs, il ne se passera rien. Bernard Gors, la Croix. Oui, la suppression du samedi matin dans les écoles, c'est Xavier Darcos qui l'a fait. Par ailleurs, on sait que la fin, quand la logique comptable commençait à arriver, justement. La scolarisation des tout-petits, des enfants de 2 ans et demi, 3 ans, qui est passée de 30 à 10%.
C'est aussi pendant ces 5 ans que ça s'est fait. Est-ce que là, il n'y a pas une erreur à moyen constant de la part de la majorité actuelle de ne pas soutenir assez la petite enfance, l'école élémentaire et maternelle? Je comprends ce que vous voulez dire, mais moi, ce sujet, pour moi, n'est pas vraiment un sujet. Dans le débat éducatif, on a souvent tendance à voir arriver des sujets comme ça, mais qui, pour moi, ne semblent pas essentiels. La petite enfance, il faut s'en occuper par une politique de crèche, etc. L'école, c'est autre chose. Qu'on rentre à 3 ans, à 2 ans, enfin, pour moi, c'est pas un sujet essentiel. Ce qui m'importe davantage, c'est qu'au niveau du primaire, eh bien, on apprenne aux enfants à lire, écrire et compter. Et qu'on évalue chaque année leur savoir avant de les faire passer en classe supérieure, que ce ne soit pas automatique. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on sort toutes les options fumeuses du style hygiène buccale, sécurité routière, qu'on les sorte du temps scolaire, qu'on les mette après. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait un véritable accompagnement pour les enfants en difficulté et éviter le décrochage scolaire. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on arrête, on en finisse avec le collège unique, qui est un enfer pour des professeurs qui doivent, dans une même classe, gérer d'excellents élèves et de l'autre côté, des décrocheurs. C'est impossible. Mais vous proposez des classes à niveau, qu'est-ce que ça veut dire? Les classes de niveau, c'est qu'il faut accepter que voilà, tout le monde n'est pas le même niveau selon le travail qu'il fournit. Et donc, mes classes de niveau par matière, parce que moi, je tiens à la dimension républicaine de l'école française. Par matière, ça veut dire que si vous êtes excellent en maths, il faut mettre dans des classes avec des gens de votre niveau. Par contre, si ce même élève est assez mauvais en français, eh bien, pas par fatalité, mais parce qu'il a besoin de temps, etc., ou parce qu'il ne travaille pas, peu importe, il soit dans une classe de français avec des élèves de son niveau. Donc il faut étendre ce qu'on fait déjà actuellement un peu pour les langues étrangères au lycée. Je crois que c'est important, parce que sinon, c'est impossible. Vous avez dans une même classe des gens qui ont décroché et qui donc foutent un bordel pas possible dans la classe, et puis des excellents élèves qui sont priés de ralentir leur excellence et leur bonne note parce qu'il faut attendre les autres. C'est pas possible. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Vous savez que tout ce que vous défendez là est quand même généralement porté par une frange plutôt conservatrice, en tout cas qui remet en cause complètement le système actuel qui s'est érigé depuis une 50aine d'années quand même. Moi, c'est l'école que j'ai connue. Et l'école doit être conservatrice, à mon avis. L'école n'a pas à être moderne. L'école, c'est Hannah Arendt qui avait très bien expliqué, l'école doit être un sanctuaire. Et ces dernières années, c'est vrai qu'il y a eu une tendance un peu post-68 qui a consisté à dire bon, les casernes, c'est trop compliqué, c'est trop dur pour les enfants, donc il faut que l'école soit à l'image de la société et du monde actuel. Mais dans quel état il est le monde actuel? Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Toute la société française s'est engouffrée dans l'école. Donc vous avez les policiers qui sont rentrés, vous avez les iPhones qui sont rentrés, vous avez le voile qui est entré, vous avez la violence qui est entrée. L'école doit garder ses portes et ses fenêtres fermées pour qu'enfin le buzz s'arrête et que, on en revienne au savoir avec tout le temps d'apprentissage, d'effort que cela requiert. Mais on ne peut pas garder les portes et les fenêtres ouvertes, sauf à vouloir que la société s'y engouffre. Et c'est ce qui s'est passé. Et, je veux dire, l'école doit être conservatrice à mon avis, et je n'invente rien. C'est vieux comme le monde, et Hannah Arendt l'avait très bien théorisé. Il faut en revenir à ça. Et je pense que les enfants en ont besoin. Quelles sont les matières auxquelles vous êtes le plus attaché? Langue française, lecture, par exemple, c'est un sujet clivant, méthode globale, méthode syllabique. Vous êtes allé jusqu'à approfondir ce point-là? Moi, je pense que les matières fondamentales, c'est pareil, c'est le français, c'est les sciences, c'est l'histoire. Latin, grec, par exemple, qui ont disparu. Les humanités. Alors, le commentaire consiste à dire, mais c'est des langues mortes. Personne ne parle le latin. Non, mais les gens, vraiment, c'est pas la question de langue morte ou pas morte. Il s'agit de décoder la langue française. Il s'agit de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Le monde dans lequel les enfants arrivent ne leur appartient pas. Il a été fait par d'autres avant eux. Ils doivent recevoir ce monde et donc le comprendre avant de sortir de l'école pour avoir à l'affronter après quand ils deviennent adultes. Donc ça suppose effectivement de comprendre les fondamentaux. Ça vous enlève un peu de vulnérabilité. Ça vous enlève de l'ignorance et donc ça vous fortifie pour affronter ce monde-là. Donc moi je crois à ça. Après, si les élèves maîtrisent ces fondamentaux-là, après ils peuvent les emmener au musée, on peut leur faire des classes de cinéma ou du sport ou je ne sais quoi d'autre. Mais d'abord cela, ça me semble absolument nécessaire. Et notamment dans les banlieues. Parce que cette manière qui a consisté ces dernières années à se dire, bon, comme c'est des enfants de banlieue, ils ne vont pas comprendre grand-chose au latin,
Donc, il faut les renseigner, il faut un peu baisser le niveau. C'est criminel quand on est républicain de penser comme ça. La fin de la Alors, culture autre- générale à Sciences Po, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, je suis tombée de ma chaise. Je suis tombée de ma chaise. Enfin, je veux dire, Sciences Po ne sera plus Sciences Po sans la culture générale. Alors c'est vrai que c'est ce qui est le plus discriminant. On dit la culture générale, c'est la culture bourgeoise. Les enfants de bourgeois sont très bons là-dedans parce qu'il y a des livres partout à la maison, ce qui n'est pas le cas des enfants d'ouvriers. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Donc, conséquence, et la leçon qu'ils en tirent, c'est donc supprimons la culture. Pour que tout le monde soit égalité. Mais égalité par le bas. C'est absolument inadmissible. Et pourquoi présupposer que les enfants d'ouvriers ne peuvent pas, eux non plus, eux aussi accéder à la culture? Et c'est là où intervient l'État. C'est là où intervient la puissance de l'école républicaine à la française, qui est justement de restaurer l'égalité par la connaissance et par le savoir. C'est là où l'accompagnement éducatif devient important. C'est là où les bourses individuelles doivent être privilégiées. C'est là où les internats d'excellence doivent être développés. Autre sujet d'actualité, et qui est toujours d'actualité en temps de période électorale traditionnellement en France, l'immigration. Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, vient d'annoncer et de rendre public les chiffres d'expulsion pour l'année 2011. Il s'est montré très satisfait de cette augmentation des expulsions. Je voulais savoir si vous partagiez sa satisfaction. Oui, j'ai noté la jubilation qui était la sienne. Et je pense qu'il faut une petite immigration, et ferme, surtout dans le contexte que nous connaissons. Non pas parce que les immigrés coûtent, parce que toutes les analyses, les statistiques montrent en fait qu'ils ne coûtent pas tant que ça. D'ailleurs, pour ça que le patronat est plutôt favorable à l'immigration. Mais plutôt parce que c'est une question de soutenabilité politique. C'est-à-dire, on a un sentiment là en ce moment, ou depuis quelques années, qu'avec l'immigration, les Français ils sont un peu moins tolérants qu'avant. Soit, admettons. Ça ne me gêne pas qu'on ait une politique d'immigration. En revanche, ce qui me dérange souvent, c'est quand il y a instrumentalisation politique, quand on en fait trop. Elle existe. Dans le discours, j'entends. Elle existe. Les petites phrases que je vous rappelais tout à l'heure, les enfants d'immigrés responsables de l'échec scolaire, alors que les enfants d'immigrés, c'est des combattants. Des combattants. Ils ont vu leurs parents trimer, et ces mêmes parents, souvent qui savent ni lire ni écrire, investissent dans l'école, parce qu'il n'y a que ça pour s'élever dans l'échelle sociale. Et c'est justement la promesse de la République française. Donc ça, c'est faux et c'est pas vrai. Il ne faut pas dire des choses comme ça. C'est inutile et ça blesse des gens, y compris des gens comme moi, qui ne suis pas censée être ciblée, mais qui me semblent blessés. Voilà. Donc c'est ça qui m'a beaucoup gênée. Mais au fond, ce qui est assez frappant, c'est de voir que je vois très bien pourquoi il y a toute cette agitation sur la petite immigration, parce que les gens sont un peu exaspérés par certains black et beurre qui, dans certains quartiers, mettent un bordel monstrueux. J'entends. Mais ceux-là, ce n'est pas des immigrés, c'est des Français. Donc si on croit s'en prendre à ceux-là, à ces jeunes-là issus de l'immigration, par la politique d'immigration, on se trompe complètement. Là, c'est une politique d'intégration qu'il faut activer, ce qui suppose d'ailleurs la sécurité. Romain Mazenot, RCF. Qu'est-ce que vous pensez de la volonté du ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, d'instaurer des quotas pour limiter le nombre de titres de séjour attribués, pour le limiter à peu près au niveau des années 90, à 150 000 à peu près par an? Rien de spécial, très bien qu'il fasse, mais courage. Parce que, d'abord, la France est une terre d'immigration, c'est comme ça, que ça plaise ou non. Deuxièmement, parce que les entreprises françaises ont besoin d'immigrer. Parce que les Français n'acceptent pas tous les emplois qu'occupent les immigrés. Les plongeurs, les nounous, c'est des emplois qui manquent. Maintenant, je trouve légitime qu'il y ait une politique d'immigration, et qu'un État a le droit de décider le nombre de personnes qu'il veut accueillir. Moi, ça ne me choque pas du tout et je ne ferai pas partie de cela. Je dis juste, il ne faut pas faire une instrumentalisation idéologique de la question parce que c'est délicat. Et il faut faire les choses avec sérénité et respect. Voilà, Bernard Gors-Lacroix. Oui, Eva Joly a proposé, donc, pour envoyer un signe positif aux autres religions, d'inscrire dans le calendrier républicain 2 jours fériés, un pour les fêtes juives et un pour les fêtes musulmanes, de façon à ce que tous les cultes soient un peu plus à égalité. Est-ce que vous y seriez favorable? Et est-ce qu'il y a sur le terrain de la laïcité des choses à faire pour mieux intégrer les autres religions? Madame Joly a vu des manifestations de juifs et de musulmans dans les rues réclamant cela.
C'était une proposition du rapport Stasi il y a quelques années, Ah oui, mais moi, je ne vous parle pas des propositions... qui semblait recueillir pas mal d'opinions favorables, y compris du côté de la majorité. Non, mais c'est très intéressant que, bon, on donne des idées comme ça à ces communautés, puisque c'est ainsi qu'ils les regardent, au fond. Mais est-ce qu'on peut parler laïcité? Est-ce qu'on peut parler république? Est-ce qu'on peut privilégier ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous sépare? Mais là, si les catholiques fêtent Noël et Pâques et que les juifs et le musulman ne peuvent pas fêter parce que la Kippour France a des ou racines l'Aïd chrétiennes. el-Kébir, ça vous Parce que paraît la pas France a des discriminant? racines chrétiennes. Et moi, je suis arrivée en France, j'ai trouvé ces racines chrétiennes. Donc c'est pas une priorité, c'est pas pour vous le non, bon c'est signal comme le à vote des envoyer étrangers. aujourd'hui. C'est-à-dire, ils croient faire plaisir, mais en fait, ils n'ont rien demandé, les mecs. Ils ont rien demandé. Franchement, la République, c'est ce qui nous rassemble. Les religions, et moi j'ai une religion, je crois, nous séparent quand même encore. La foi nous sépare quand même. Parce que tout le monde n'a pas la même foi, il y en a qui ne croient en rien, il y en a qui ne croient pas aux mêmes choses. Et ce qui nous rassemble, c'est que la laïcité nous permet à tous de l'exprimer. Privilégions ce regard-là, cette optique-là, c'est la République, je vous le dis, en étant première vice-présidente d'un parti qui a inventé, qui a imposé en France la République contre la monarchie. Les musulmans, les juifs, ils ne demandent pas tout ça. Moi, mon beau-père est un chanteur yiddish, il est juif, il incarne tout ça dans la communauté juive. Mais je ne l'ai jamais entendu réclamer des choses pareilles. Moi, je suis de l'immigration, de la religion musulmane. Je n'ai jamais réclamé des choses pareilles. Mais qu'ils arrêtent de vouloir faire notre bonheur malgré nous. On veut juste la République et la laïcité. Et je vais vous dire, à force de vouloir faire ce genre de choses, on se retrouve avec Marine Le Pen qui défend la laïcité. Alors, une dernière courte question Voilà. de Louis Dauphren, Radio Notre-Dame, très courte. Question qui peut paraître un peu annexe, mais je voulais savoir ce que vous aviez pensé de la prestation d'Omar Sy dans le film Intouchable. J'étais obligée d'aller le voir, puisque tout le monde l'avait vu. Donc je m'étais dit, bon, en général, je n'aime pas faire ça. Parce que quand tout le monde va voir quelque chose, je préfère rester dans mon quant à soi. Mais là, je suis allée. Écoutez, c'est très drôle, on rit à chaque minute. Vous savez que c'est ce rire qui vous donne mal au ventre et qui vous fait souffrir et en même temps vous fait tellement plaisir. Et en même temps, 15 millions, il doit y avoir une explication sociologique que je n'ai pas encore tout à fait saisie, mais qui doit expliquer ces 15 millions, parce que c'est fou. C'est fou. Enfin, moi, j'ai vu des grands films. C'est pas que c'est pas un grand film, mais on rit, voilà. C'est sympa, il y a un message universel, génial. Tout le monde s'aime, les habitants du 7e arrondissement comme ceux de la banlieue, les noirs, les blancs, les handicapés, les valides, les invalides. Ça vous paraît démago, cet aspect-là? Formidable. Au contraire... Moi j'incarne ça dans ma vie personnelle, donc j'adore. Mais ça veut dire qu'il y a un universel français qui aspire à cela. Et donc ça c'est plutôt positif et source d'optimisme. Pour le politique que je suis, cela me fait dire que les Français ne sont pas aussi... Je veux dire, quand on veut les présenter comme des gens xénophobes, ils ne sont pas comme ça. Moi, je le sais, je vois tous les jours sur le terrain. Néanmoins, je ne suis pas sûre que ce soit crédible. C'est sur ce souvenir des Intouchables que je vous propose de conclure. Ramayan, merci d'avoir accepté notre invitation. À vous qui êtes fidèles à cette émission Face aux chrétiens, merci. Je vous signale que si vous avez pris cette émission en cours de route, vous pouvez la retrouver sur les sites respectifs de La Croix, de RCF, de Radio Notre-Dame et bien sûr aujourd'hui de KTO pour ses rediffusions. La semaine prochaine, notre invité sera Claude Barthelone, député socialiste et président du Conseil général de Seine-Saint-Denis. À très bientôt, bon week-end.